Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Bagot et aujourd'hui je vous retrouve pour le 3e épisode hors série de Génération Éco sur l'entrepreneuriat au féminin. Mon invitée est Marion Simon, consultante en design circulaire. Notre entretien s'est déroulé à WeForge, coworking et incubateur de projets situé à 2 pas de la place du Ralliement à Angers. Alors je vous laisse imaginer le mobilier scandinave, les trottinettes garées à côté des bureaux et l'incontournable table de ping-pong. Ici sont peut-être en train de naître les futurs projets innovants de demain. Avec Marion, on a parlé alignement, rapport à l'argent, limites et économie circulaire. On fait surtout une plongée dans le quotidien de l'entrepreneuriat et on fait sauter quelques préjugés au passage. Marion n'a pas le syndrome de l'imposteur et ça fait plaisir à voir. Je vous laisse découvrir le partage généreux de son parcours et de ses clés de réussite. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Pauline. Alors on va commencer avec ma première question habituelle. Marion Simon, qui es-tu ? Qui je suis ? Je suis entrepreneur et j'accompagne aujourd'hui les entreprises, les porteurs de projets dans leur transition écologique et notamment sur les sujets d'économie circulaire, qui est l'angle d'attaque que j'ai choisi quand je me suis reconvertie et que je trouve assez pertinent dans l'idée d'activer, d'engager sur un angle où on parle aussi d'économie et qui permet aux entreprises de souvent avoir un angle d'attaque qui peut être par exemple le déchet, qui est celui qu'on voit le plus souvent parce que ça coûte de l'argent, parce que ça se voit, mais qui en fait permet de remonter toute la file de la chaîne de valeur et qui ensuite re-questionne carrément les modèles économiques. Est-ce que tu peux nous définir un peu l'économie circulaire pour ceux qui connaissent vraiment pas ? Oui, alors l'économie circulaire, c'est on va dire l'économie qu'il va falloir déployer partout aujourd'hui, qui est à l'opposé de l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est celle où on extrait des matières, on fabrique des objets, des services, et ensuite on les jette. L'économie circulaire, c'est celle qui, au début, fait attention à l'extraction des matières, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on vit dans un monde fini, dans une population qui fait que de croître, et donc nos besoins augmentent. Et à la fin de la chaîne de valeur, qui, au lieu de jeter un produit qui a été utilisé quelques secondes, quelques minutes ou quelques mois, réintègre par des boucles, donc des boucles circulaires, cet objet en fin de vie pour en fait qu'il n'ait plus de fin de vie. Donc ça peut être soit par allonger sa durée de vie, donc en le réparant, ça peut être soit parce qu'il est vraiment abîmé, extraire les différentes pièces du produit et les réintroduire dans la fabrication, ou vraiment tout à la fin. Ça peut être de le recycler, donc de détruire la matière pour la réinjecter dans le processus de fabrication. Et en plus, bien entendu, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les matières organiques. Donc là, pour l'alimentation, c'est aussi d'avoir une vision de sobriété, de bon sens presque un peu. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais ça l'est énormément. Et de se dire que voilà, nos ressources, elles sont précieuses. Et donc, on est dans une logique vraiment... L'économie circulaire, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment avoir une logique globale. On parle d'une logique systémique. C'est de se dire que c'est pas parce qu'on essaye de faire mieux un endroit que ce sera mieux à l'autre. Et donc, il faut vraiment avoir cette vision-là qui me passionne aujourd'hui. Alors, comment est-ce que tu es arrivée à l'entrepreneuriat ? Il me semble que c'est un peu par hasard. Oui, alors je sais pas si quand j'étais jeune, gamine, je me disais je vais entreprendre, j'en sais rien parce que j'ai pas des parents du tout entrepreneurs. Donc c'est plus, j'ai fait un stage de fin d'études chez un gros cabinet d'experts comptables, donc forcément on commence un petit peu à y toucher puisqu'on accompagne les experts comptables, accompagnent des entrepreneurs. Et ensuite mon premier job ça a été de bosser aux Entrep, donc une association nationale qui initie les étudiants à la création d'entreprises par un programme d'entraînement terrain, c'est-à-dire que pendant 5 mois, ils apprennent à monter leur boîte et avec un sujet fictif qui régulièrement se traduit par un vrai projet. Les étudiants lancent leur projet. Donc j'ai bossé là-dedans, j'ai eu la chance
Enfin, c'était vraiment une super expérience. Donc moi, j'étais plutôt sur l'aspect communication et coordination, puisque c'était de par mes études. Mais ça m'a permis de découvrir, pareil, tout l'écosystème de l'entrepreneuriat et en plus de l'innovation, parce qu'on était sur des sujets assez, monte ta start-up, plutôt, lance un projet innovant. Donc ça, c'était à Nantes. Et j'y suis restée 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, j'avais un peu cette envie de monter une boîte, parce que forcément quand on dit aux étudiants monte ta boîte, en fait t'y penses toi-même. Et il s'avérait que j'avais aussi une pote d'école qui avait aussi fortement cette envie, qui avait commencé à elle avoir des petites idées. Et puis, qui était venue me voir un peu parce que justement, je bossais là-dedans. Donc, je l'ai aidée un petit peu comme ça. Et puis, en fait, elle a gagné un premier concours d'entrepreneuriat. Et on s'est dit, mais pourquoi en fait, on ne monterait pas notre truc ensemble, on ne s'associerait pas. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, 2 ans après que j'ai signé mon premier CDI, j'ai dit à ma boss, Catherine, est-ce que je peux signer une rupture conventionnelle, parce qu'en fait, je vais monter ma boîte. Elle m'a dit, au début, forcément, elle se dit... T'es sûre que t'as envie de partir, je t'aimais bien quand même, etc. Et puis après, en fait, elle me dit, mais Marion, ça m'étonne pas, je m'y attendais un jour de toute façon que tu partirais. Donc ça s'est fait comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu décides de t'associer avec ton amie et de devenir entrepreneur? Parce que c'était son projet à elle au départ, et toi, tu y es arrivé un peu aussi comme ça, tranquillement, par opportunité. Ouais, je sais pas, c'était... Oui, vraiment, moi, dans mon parcours, c'est vraiment à chaque fois des opportunités. C'est sûr que j'avais pas forcément, moi, tout de suite, une idée qui me venait, mais je m'étais dit que je le ferais un jour. Et après, c'était vraiment très rassurant d'y aller à 2. Et tu vois, quand on bossait dans les entrepes, le but, c'était aussi d'avoir des équipes pluridisciplinaires, de pas monter son projet tout seul. Ça peut se faire, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'était vraiment... Moi, je pense que c'est ça qui m'a permis de me lancer, c'était de me dire qu'on était à 2. Que je croyais en l'idée qu'elle avait, que je savais que je pouvais apporter, moi, mes compétences, mes idées, etc. Et après... clairement, ce qui m'a aidée, c'est de me dire que je partais avec 2 ans de Pôle emploi. Je pense que je serais pas partie parce que, quand tu montes, en plus on montait une start-up là, dans le concept où on aurait zéro revenu pendant quelques mois, quelques années, parce qu'il fallait qu'on construise un modèle économique. Donc, c'était impossible de le faire sans source de revenus. J'avais 2 ans de salariat, j'avais pas d'argent de côté. Donc, voilà, c'est vraiment ces 2 choses-là. Le fait d'avoir une associée avec qui on savait qu'on pourrait bien bosser ensemble et des revenus grâce à Pôle emploi et ce système formidable qu'on a quand même en France. De la rupture conventionnelle. Ouais, d'avoir ça. Effectivement, ça permet d'avoir le temps de tester en fait son idée, et puis tu sais qu'au bout de 2 ans, au pire, tu retournes sur le marché du travail et voilà, tu peux rebondir facilement. Exactement. Alors, parle-nous du coup de ce projet-là. Alors, donc, ça s'appelait à l'époque les Fêtes Papillonnes. C'était dans l'idée de innover dans le secteur de l'événementiel. On partait de 2 constats. D'un côté, il y avait des lieux qui étaient très peu utilisés, comme des galeries d'art, des lieux atypiques, même des fleuristes. On a été chercher plein de lieux en fait, et on les a transformés le temps d'événements. Donc il y avait un gros boulot de sécurisation, d'assurance, etc. De faire que des gens nous fassent confiance pour qu'ils nous sous-louent leur lieu pendant un événement. Mais c'était super chouette parce que du coup ça leur faisait un revenu complémentaire et ça permettait d'aller chercher des lieux nouveaux pour une clientèle, et donc de ne pas reconstruire forcément des nouveaux lieux, mais d'utiliser l'existant. Et de l'autre côté, c'était, parce que c'était la digitalisation de tout, l'idée de digitaliser, de faciliter l'organisation d'un événement. Donc à l'époque, on avait encore 2 cibles, les particuliers et les professionnels. Et c'était on a créé une plateforme web où on pouvait, en quelques clics, réserver un lieu, un traiteur et un photographe ou un DJ. Donc, expérience incroyable parce que tu rencontres plein de monde. En plus, quand tu es une nana entrepreneur, tout le monde veut que tu interviennes dans ces événements, dans ces choses comme ça. C'est vrai, hein, vraiment. On était deux femmes entrepreneurs et on nous appelait assez régulièrement. Donc, on était sur Nantes, l'écosystème nantais. On nous appelait très régulièrement pour intervenir, pitcher notre start-up, etc. Mais est-ce que tu avais l'impression que derrière, il y avait des possibilités, des retombées, ou il y avait vraiment le côté
pas trop fait, mais voilà, égalité homme-femme, on vous met en avant, mais finalement c'est une vitrine. Bah, les deux, c'est-à-dire que oui, dans tous les programmes, que ce soit, je me rappelle notre banque, les réseaux de femmes entrepreneurs, les réseaux d'entrepreneuriat, oui, l'idée c'est de montrer qu'il y a de la diversité et qu'il y a des femmes qui entreprennent. Donc dès qu'il y en a qui ça fonctionne à peu près bien, bah, c'est bien de les mettre en avant complètement. Et puis après, c'était aussi pour nous booster, nous donner une visibilité à Nantes, puisque c'était notre marché à l'époque. Donc on organisait des événements de manière assez digitalisée pour que on soit pas une agence événementielle, mais bien juste un prestataire de services. Et voilà, moi j'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans et demi. Donc on a beaucoup cherché notre modèle économique, etc. Ça commençait aussi à se lancer sur Paris, enfin un peu partout, ce genre de concept-là. Et puis moi, j'ai commencé un peu à fatiguer un peu du secteur de l'événementiel. Et puis voilà, beaucoup travaillé. Il y a eu un moment donné, j'ai fait un peu un stop, un peu un burn-out, comme on dit. Et puis on s'entendait un peu moins sur la vision avec mon associé. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment que je parte ? Parce que c'était aussi au moment où il fallait soit lever des fonds et exploser, entre guillemets, soit un peu transformer notre modèle. Et donc c'est là où j'ai décidé de partir, moi, parce que déjà, j'avais aussi d'autres projets, d'autres envies qui commençaient à naître et parce que c'était le bon moment pour l'entreprise que je parte à ce moment-là. Et du coup, c'était plus facile pour partir pour mon associé à l'époque de partir à ce moment-là. Voilà, donc j'ai revendu mes parts et puis moi, je suis partie voyager. Ok. Projet très perso du coup, hein, mais voilà. Non mais il faut le caler à un moment dans sa vie. C'est ça, exactement. J'avais pas beaucoup voyagé pendant mes études, je crois que ça me manquait. Et ça a été une vraie bonne coupure. Par contre, quand tu pars d'un projet comme ça qui est tien, qui t'a pris mais 1000% de ton temps et de ta tête pendant 3 ans, c'était bien de partir complètement ailleurs et très très loin. On peut faire le parallèle avec Bérangère Soyer, qui était l'invitée du premier hors-série. Et elle nous a fait confier qu'elle, son premier projet entrepreneurial, elle l'avait arrêté parce qu'elle n'avait pas trouvé son modèle économique. Mais donc, il avait fallu faire ce choix assez raisonnable, d'ailleurs, d'arrêter avant qu'il soit un peu trop tard. Là, tu nous parles plutôt autre chose. Tu nous parles de la question de l'alignement avec son projet. Et aussi cet alignement dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, tu as une idée, persuadée qu'elle va pas marcher, en plus, en général. Puis en fait, ça marche. Et puis ça grossit. Et il y a un moment où voilà, le projet peut changer d'échelle et tu ne te retrouves plus forcément dans les valeurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça ? Comment toi, tu as choisi d'arrêter à ce moment-là, en fait. En vrai, c'est pas du tout facile comme moment. C'est juste que moi, c'est sûr que le fait que j'ai fait un peu un burn-out aussi, ça m'a pas mal questionné sur qu'est-ce que je veux, etc. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Enfin, ce secteur-là de l'événementiel est aussi un secteur très très dur, hein, très voilà. Je m'y retrouvais moi aussi parce que tu vois, justement, j'avais mes valeurs un peu écologique et c'était en 2015. Honnêtement, on cherchait un traiteur qui faisait du 100% bio. Ça n'existait pas. On en avait trouvé un et je me rappelle, il était tout seul et il pouvait le faire jusqu'à 40 couverts. Donc si on avait 200 couverts, c'était même pas la peine. Il y avait pas mal de choses aussi là-dedans qui me faisaient que quand je voyais la quantité de déchets qu'on jetait, je me disais oh là là, c'est horrible. Et enfin bref, il y avait ces petites choses-là. Il y avait le fait que alors financièrement, nos 2 ans de chômage étaient terminés. On commençait à se rémunérer par nous-mêmes, donc ça c'était top. C'est une vraie belle fierté aussi. Clairement, les salaires sont pas du tout élevés, donc à un moment donné aussi, je crois que je commençais aussi à m'essouffler un peu, de me dire, je peux pas mettre d'argent de côté, je peux pas beaucoup voyager, je peux pas, voilà, etc. Donc aussi, à un moment donné, moi perso, ça a commencé aussi un tout petit peu à être dur de me dire je travaille énormément et je suis toujours à faire hyper attention parce que je me verse vraiment pas grand chose. Souvent à l'âge où peut-être tes amis exactement, en parallèle, oui, eux ont fait leurs premières années en boîte et commencent à avoir un peu d'ancienneté et le salaire qui va avec. C'est ça. Moi je leur disais en rigolant, je leur disais moi je suis la pauvre alors l'étudiante de la bande, alors si on peut aller camper cet été, ce serait cool. C'est ça. En fait
Ouais, en fait, je faisais quand même pas mal de choses. J'essayais vraiment, enfin, tu vois, d'avoir ma vie. C'est juste que, par exemple, tu vois, j'étais cavalière, j'ai mon cheval, etc. Bah, j'ai mis cette vie-là entre parenthèses pendant 3 ans. Donc, mon cheval, je l'ai confié à quelqu'un. Donc, je n'avais plus cette source financière, cette dépense financière là, mais c'est vrai que ça me manquait quand même un peu, tu vois. Enfin bref, c'est des gros sacrifices franchement d'entreprendre. Enfin, mais après on est conscient et on le fait jusqu'à quel point. Enfin moi je m'étais mis des limites et c'était accepté, il y avait aucun souci là-dedans. J'ai pas regretté de l'avoir fait, tu vois. Il y a aucun souci là-dedans par contre. Mais c'est vrai que, je sais pas, en vrai, je crois que pendant 1 mois, tous les matins et tous les soirs, je me disais, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que le matin, je crois que c'était, bon, allez, j'arrête. Et le soir, c'était, non, je continue. C'était ça, mais vraiment pendant 1 mois. Je saoulais mon copain à l'époque avec ça. Je saoulais, je pense, 1 ou 2 amies à qui j'en parlais, etc. Et puis, j'en avais un peu parlé à mon associé, etc. Et bon, elle a été top parce qu'elle a accepté ma décision, même si forcément, voilà, c'était pas facile pour elle, mais bon, on a recruté après pour me remplacer, pas de souci. Et puis je pense qu'en fait, ça a même fait un nouveau vent, une nouvelle vague pour le projet. Voilà, je sais plus quelle était ta question. Mais... non, mais c'était qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand on arrive à ce constat auquel on s'attendait pas forcément, parce que il y a une forme de peut-être syndrome de l'imposteur, mais quand on lance un projet, on est tellement omnibulé par les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher qu'on s'attend pas un jour à être dans la situation de se dire ça a marché, mais moi là-dedans, est-ce que je m'y retrouve ? Ouais, c'est ça. Ouais, après moi je m'étais jamais dit que tu vois ce serait mon projet de ma vie, parce que depuis le début tu vois tous les 2-3 ans je change de projet, donc et il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression que je me lasse assez vite, et là je pense que j'étais rendue à un moment où soit fallait que justement ça explose, pas dans le sens on devienne une énorme start-up, etc. Mais il fallait avoir un cap, et qu'il est arrivé un peu trop tard, ce cap-là. Donc moi, ça m'a un peu, travaillé. Et ouais, ça s'est fait comme ça. Mais parce que vraiment, moi, j'ai pas de plan trop sur la comète, tu vois, où je me dis dans 2 ans, je fais ça, dans 5 ans, je fais ça, etc. On s'était fait, avec mon associé, on s'était mis on avait beaucoup discuté de comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Parce que c'est important d'en parler avec une associée, mais en vrai, je me faisais pas, donc il s'est avéré que... T'es arrivé à la fin d'un cycle. Exactement, c'est ça. C'était pas facile pendant le moment, et voilà, mais ça s'est fait comme ça. Et je savais qu'après, du coup, j'avais cette envie maintenant de voyager, et qui m'a pris et qui a fait un nouveau cycle. Alors juste avant, tu nous disais j'ai revendu mes parts. Ouais. Moi, je trouve ça amusant, parce qu'on s'imagine tout de suite j'étais millionnaire. Que t'étais sur le CAC 40 et que t'as fait une grosse opération boursière. Mais ça me fait penser à la question de l'argent. Il y a pas mal d'entrepreneurs, notamment ou des freelances, qui disent moi je sais pas si je vais me tirer un revenu, mais en même temps au départ j'ai du mal à facturer parce que faut que je me fasse un nom, une légitimité de la clientèle, mais est-ce que je surfacture pas ? Quel est le bon prix pour mon produit ou mon service ? Donc j'aimerais savoir, c'est une question un peu taboue en France, mais c'est quoi pour toi ta relation à l'argent, et notamment dans cette activité d'entrepreneur où c'est très central en fait. C'est quasiment au quotidien, la question se pose. Ouais, de l'argent, ouais. Alors moi en plus j'ai 2 exemples, parce que j'ai le côté vraiment start-up où on vendait un service, où on vendait, on louait un lieu, on le vendait à tel prix, etc. Et on avait une marge en fait. Donc on avait un business plan, un business model qui était tourné vers un produit entre guillemets. Et là maintenant ce que je fais, où je vends de la prestation intellectuelle, donc je vends tu te vends toi, je me vends moi, je vends mon cerveau. Donc et là, c'est peut-être là que c'est plus difficile. C'est presque là je trouve, parce qu'en effet sur la partie start-up, oui, pour le coup, on avait cherché notre modèle économique dans le sens où c'était quand même assez nouveau, etc. Mais on était parti, tu vois, sur des marges de 15-20% à chaque fois qu'on louait un lieu, etc. Et donc, faut faire du volume. Et donc, on avait la chance toutes les deux d'avoir Pôle emploi pendant 2 ans. Donc, tout l'argent qu'on gagnait, c'était notre trésorerie d'après. Donc, au bout de 2 ans, on a pu se rémunérer. Alors, pas grand-chose. Je crois on se versait 1 300 € net à l'époque. Toutes les deux, ouais, c'est ça, de mémoire. Puis on s'était mis, allez, dans 6 mois, on fera ça, et dans 1 an, si ça continue bien, on s'augmentera à chaque fois un petit peu. Et là, par contre, maintenant que je suis à mon compte, alors moi j'ai pas trop de soucis à parler de chiffres, parce qu'après, tu vois, dans l'écosystème,
forcément, tu regardes ce que font les autres parce que c'est comme ça que tu vois un peu ce qu'ils font. Alors, quand t'es débutant, entre guillemets, tu dis, je vais mettre un petit peu moins cher parce que clairement, ça se paye entre un junior et un senior dans n'importe quelle entreprise ou voilà. Après, si t'as des compétences en plus, tu peux le valoriser. Mais je sais que moi, j'ai un peu demandé à mon écosystème. J'ai eu la chance aussi de travailler d'abord en agence de design, qui a été ma rampe de lancement. Et donc, tout simplement, j'ai un peu appliqué les mêmes tarifs. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et après, je pense que j'augmenterai un peu mes tarifs quand j'aurai 5 ans 5 ans d'expérience en plus, parce que je trouverais ça légitime, etc. Mais là, tu vois, quand je travaille avec des fois certaines... parce qu'on, du coup, on a créé tout un écosystème un peu sur les sujets de la transition, de l'impact positif à Angers. Forcément, on vend tout au même prix. Donc là, si elle vend à 1 000 euros, moi, je vends à 1 000 euros parce que tu vois, du coup, c'est logique quand on répond, par exemple, toutes les 3 ou toutes les 2 à un appel d'offres, on vend au même prix. Puis après, on négocie en fonction de la durée de la mission, etc. Enfin, moi, je suis pas genre, c'est ça. C'est ma manière de faire. Après, je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais je m'adapte aussi, tu vois, quand j'accompagne des porteurs de projets, je vais pas les vendre au même prix qu'à une grosse entreprise qui a les moyens. Donc moi, je le fais un peu comme ça. Et après, j'ai pas trop eu de problème à poser des questions, à regarder combien ça se vend, ce type de prestation-là. Et je sais que de plus en plus, les gens... Enfin, il y en a certains qui osent me poser la question parce que j'ai régulièrement des gens qui viennent m'interroger sur LinkedIn en me disant « Bonjour, j'aime bien ton profil, est-ce qu'on peut discuter un petit peu ?» parce qu'ils sont en reconversion ou qui veulent lancer leur projet. Et je trouve ça très bien parce que moi, j'ai pas de souci à leur dire, ils ont pas trop de problème à me poser la question de combien tu vends et combien tu te verses de salaire aujourd'hui, etc. Donc je trouve ça top parce que en effet, des fois c'est un peu tabou alors que ça devrait pas du tout l'être. Enfin, surtout quand on lance son projet, on est paumé, on sait pas à quel prix se vendre, voilà. Donc après moi ce que j'ai fait aussi, et je pense que il faut pas avoir peur de le faire, c'est qu'au début mes prestations, je leur ai dit, je vous fais un tarif réduit parce que comme ça, vous me testez, vous me faites des retours, etc. Mais je leur donnais le vrai tarif, pour pas qu'ils pensent que, en fait, ça vaut 300 euros alors que ça en vaut plus. Et j'ai même, la première fois que j'ai fait une formation en design circulaire, je l'ai même offerte. Parce que c'était donnant-donnant. Enfin, moi, ça me permettait de tester un format que j'avais imaginé et eux m'ont fait des retours intéressants et testaient quelque chose qu'ils n'avaient pas trop encore vu. Donc ça, faut oser pour moi faire ce genre de choses parce que c'est comme ça qu'on se crée des premières références, qu'on teste ce qu'on a imaginé pendant quelques mois, faire. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si, en fait, ce que tu dis, c'est pas avoir peur de s'aligner sur le marché autour de soi, même si nous, on se dit qu'on est le nouveau venu et voilà, pas trop se poser la question de son expérience dans ce domaine. Et à chaque fois qu'il y a une offre qui est faite, quand même insister sur le prix de départ pour qu'il y ait toujours trace un peu de quelle est la valeur vraiment de cette prestation. Et après, il peut y avoir un accord sur différentes modalités. Quelque chose comme ça, parce que on expérimente et du coup, ça légitime tout à fait le fait que on va être en test et que du coup, ton client, il est OK avec ça. Et au contraire, je trouve qu'il est encore plus engagé à vouloir essayer de t'aider et Enfin, moi, les premières fois où j'ai vendu mes prestations, bien sûr, j'ai fait appel à mon réseau, à mon écosystème, donc c'est toujours important de le garder depuis la fin de nos études, je pense, parce que c'est eux qui vont accepter forcément les premiers à te donner ta chance. Donc, tu les remercies en faisant un petit prix. Puis de toute façon, au début, tu fais pas ça pour gagner de l'argent, tu le fais pour tester, te dire est-ce que je suis bonne là-dedans, etc. Et puis après, là, tu te dis, bon, maintenant, il faut que je gagne ma vie avec ça. Il faut juste gérer la transition derrière. Exactement, c'est ça. Alors, après l'effet de papillonne, tu revends tes parts, tu pars voyager, tu rentres en France, il se passe quoi ? En plus, on est rentré plus tôt que prévu. On est rentré 2 mois plus tôt que prévu. Donc moi, clairement, ça a été... on est en France, j'ai pas encore eu le temps d'anticiper. Un peu brutal. Mon conjoint, pour le coup, lui, avait gardé une petite activité pour remonter son entreprise juste après, donc ça a été un peu plus facile pour lui. Moi, clairement, ça a été bon. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que je retourne dans le salariat ? Est-ce que je remonte un projet ? Le problème étant que je n'avais
plus Pôle emploi, puisque quand on monte son entreprise, qu'on est chef d'entreprise, malheureusement, on ne cotise plus à Pôle emploi. Ça, c'est par contre le petit problème injustice, on va dire, puisque pour le coup, je me retrouvais sans revenu. Et j'avais forcément utilisé tout mon argent de côté dans mon voyage. Bon, ça, c'était déjà pareil, anticipé, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par chercher quand même un peu du boulot. Donc, dans mon ancien domaine de compétences qui était la communication et l'événementiel. J'ai très vite arrêté parce que, en fait, pour déjà, forcément, t'es un peu plus exigeant, je pense, quand t'as monté ta boîte dans ce vers quoi tu veux aller. Et puis, je pense que mon CV devait faire un peu peur, malheureusement, parce que... Alors après, moi, j'ai pas tenu très longtemps. Hein. Pendant un mois, j'ai cherché du boulot. Donc forcément... Si t'avais pas trop envie, quand même, d'y aller. Ouais, puis j'avais pas la patience, en fait, je pense, de me dire je vais attendre 6 mois, là, à trouver the job qui va me plaire dans la com et l'événementiel, alors qu'en fait, ça se trouve, j'avais pas forcément envie de refaire de la com et de l'événementiel. C'est ça aussi le problème, c'est que... J'ai fait des études là-dedans que j'ai adoré, mais par contre, c'est pas forcément mon métier passion de rêve. J'aime bien ça, mais c'est pas, voilà. Donc, au final, très vite, j'ai trouvé un petit job alimentaire à côté, et ensuite, très vite, du coup, je me suis dit, je vais continuer de me former, et je vais aller sur les sujets qui me titillaient déjà un peu avant que je parte en voyage, donc qui étaient d'un côté le design thinking, parce que j'ai eu la chance que mon conjoint soit designer, et donc il a commencé à me parler de ça, et donc voilà, donc je me suis formée à ça. Et de l'autre côté, les valeurs écologiques personnelles que j'avais et que j'avais commencé à toucher du doigt sur la RSE, sur ces sujets-là, un peu dans ma vie professionnelle, eh bien, j'ai monté en compétence à fond là-dessus, donc par moi-même, tout simplement. Hein, comme je dis beaucoup, il y a énormément de MOOC, il y a énormément de livres, il y a énormément de conférences, franchement, pour au moins avoir une bonne culture générale de ces sujets-là. Il y a énormément de formations d'1, 2 jours, 3 jours qu'on peut essayer de faire financer ou pas. Et ensuite, j'ai croisé la route d'un copain qui avait une boîte là-dedans sur les sujets d'économie circulaire qui s'appelle La Matière à La Rochelle. Et donc, j'ai été passer du temps avec Julien, qui était le fondateur, qui m'a appris énormément de choses sur le terrain. Et en contrepartie, moi, du coup, je l'aidais sur sa com, sur structurer un peu plus sa vision marketing, etc. Et donc, ça a été un peu gagnant-gagnant. Moi, je l'ai un peu aidé. Lui, il m'a énormément appris. On a un peu packagé des choses. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée. J'ai eu une bonne rampe de lancement. Et donc, j'ai monté cette offre de design circulaire qui était... alors, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, ouais, qui était clairement... un peu nouveau. Enfin, quand je parlais de design circulaire, les gens ils me faisaient des grimaces en face de moi. Là, ils me disaient mais c'est quoi ? Et en fait, c'était de se dire je prenais le meilleur du design thinking, donc je pourrais un peu réexpliquer ce que c'est si besoin, et de l'économie circulaire. Et je trouvais que c'était un bon angle d'attaque pour accompagner les entreprises ou des porteurs de projets. Donc clairement au début, j'ai tatillonné, hein, et puis je me suis j'ai eu cette rampe de lancement-là, donc j'ai bossé avec des designers qui m'ont permis de lancer, faire des premières missions, etc. Et quand le truc a bien fonctionné, parce que pareil, j'étais en mode expérimentation, je vois si ça marche, je pense que je m'étais donné... j'ai commencé à peu près en janvier 2019 et je me suis laissé à peu près 6 mois en me disant j'ai 6 mois, je vois ce que ça donne, etc. J'avais quelques missions qui m'avaient permis d'avoir un peu de revenus. Et au bout de 6 mois, je me rappelle parce que c'était... et comme quoi, des fois, Enfin, je pense que c'était jusqu'en décembre. Je m'étais dit, décembre, en janvier, j'arrête ou j'arrête pas, quoi. Et toute seule, j'avais eu une mission potentielle que j'attendais une réponse, une grosse mission en plus pour Angers Technopole. Et ensuite, j'avais un appel d'offres qu'on avait fait à 2 avec donc l'agence Make It Brain avec qui je travaillais beaucoup. Et on a eu la réponse, je crois, 2 jours avant Noël pour les 2 contrats. Donc, tu sais, le truc où tu dis, soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe pas, j'arrête en janvier. Et là, je m'étais dit, je retourne à rechercher du boulot ou j'en sais rien, je sais pas ce que je faisais, mais voilà.
Et en fait, tu vois, vraiment, dernière seconde de l'année 2019, j'ai 2 super contrats qui tombent. Et là, je me suis dit, bon, bah, faut y aller, ça y est, c'est parti. Je me lance là-dedans. Ouais. Donc, tu vois, vraiment, en tout cas, ça, c'est pour te dire que vraiment, je crois que je commençais à désespérer en me disant, non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mince, Alors, je pensais pas que j'avais perdu du temps parce qu'à chaque fois, je trouve que quand tu entreprends, quand tu montes des projets comme ça, tu apprends tellement énormément, tu rencontres plein de gens. Donc là, il y avait aucun souci là-dedans, mais c'était plus dans le sens où, mince, est-ce que je vais réussir à ce que ça marche et à avoir un revenu, à gagner ma vie grâce à ça. Et une potentielle frustration de s'être immergé autant dans un sujet qui, du coup, à un moment te passionne. Bah oui, c'est ça. Être à fond dedans et se dire, bon bah non, là, pour des raisons X ou Y, très terre à terre, faut que j'arrête. Surtout que dans ces métiers-là, de l'économie circulaire, de la RSE, etc., il y a très peu d'offres d'emploi parce que c'est émergent. J'en vois de plus en plus, donc c'est top, mais c'est quand même très rare. Et puis en termes de géographie, si t'as pas envie d'aller à Paris travailler, bah voilà. Donc je m'étais dit, en fait c'est ça aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que je me suis dit, à chaque fois, je trouve pas le job qui me vaut en salariat, je crée mon job. Ouais. Et vraiment, et donc là c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais pas réussi à trouver ce qui me plaisait, ni dans la com, dans l'événementiel. Et je savais très bien que dans ces métiers-là, personne ne lirait mon CV parce que j'avais pas X années d'expérience là-dedans. Donc j'ai créé mon propre métier. Et vraiment, c'est à chaque fois comme ça en fait que j'arrive à rentrer dans un nouveau secteur, dans un nouveau métier. C'est en créant en fait ton activité. Et au final, j'ai quand même changé 3 fois de métier. Donc ouais, mais c'est génial que tu dises j'ai juste créé mon activité. Mais à ce moment-là, quand tu te lances dans le design circulaire, tout ce que tu as, c'est des formations en ligne, une culture générale du sujet. Quelqu'un que tu connais qui fait la même chose ailleurs, mais qui peut pas du tout te donner des références sur ton territoire à toi. Non. Et voilà, c'est tout. Et pourtant, t'y crois. Enfin, tu te dis pas, avec juste ça, c'est dur de commencer. Donc, t'as quand même cet état d'esprit. Est-ce qu'il y a un secret ? Non, je sais pas. Après, c'est que je me disais que c'est émergent, donc on n'est pas encore, 36 000 à faire ça. Que j'avais quand même une rampe de lancement, tu vois, où je savais j'avais répondu à un appel d'offres à plusieurs, donc tu te dis, et c'est vraiment, je pense que ça peut être un conseil, c'est de répondre à plusieurs à un client ou de répondre à plusieurs à un appel d'offres public ou etc. C'est qu'à ce moment-là, du coup, tu mixes tes compétences et la tienne, qui est peut-être un peu moindre, elle passe bien parce que tu réponds collectivement. Et vraiment, ça, je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de me donner quelques premières références aussi, c'est que c'est dans ce sens-là, quand t'es tout seul, en effet, c'est peut-être plus dur, alors que quand tu réponds à un client à plusieurs, et que t'apportes, en plus moi des fois je pouvais apporter mes anciennes compétences de communication, d'événementiel, ça fait un tout qui montre au client qu'en fait c'est carrément intéressant de bosser avec ces personnes-là. Donc ça a peut-être été aussi pour ça, parce que j'avais une rampe de lancement et que voilà. Après c'est aussi peut-être dans ma nature de me dire je tente et si j'y arrive pas c'est pas grave, je reprendrai le chemin du salariat. Moi j'ai pas de problème à me dire un jour si je dois rebosser dans une entreprise, je le ferai. Je serai très entreprenante dans cette entreprise, donc il faudra que ce soit une entreprise qui accepte la gestion de projet. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui sont contentes que leurs salariés soient entreprenants. Mais ça me dérangeait pas, en tout cas à l'époque, de me dire je me lance et voilà. Et ça a été vraiment de me dire allez, je chope 1-2 clients, si j'y arrive, c'est parti. Si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Donc toujours un objectif et un risque limité, en tout cas dans le temps ou financier. Oui, voilà. Soit dans le temps, soit jusqu'à quel point financièrement je peux y aller. Et c'est bien cadré dans ma tête, donc voilà, faut le faire. Enfin, vraiment, faut y aller, quoi. Et maintenant, peut-être que, tu vois, j'arriverai enfin à retrouver un boulot salarié dans ces sujets-là, parce qu'en fait, tu vois, je me suis créé moi-même mes expériences, mes références, etc. Alors que jamais... Ou alors, il fallait que je reprenne le chemin des études. Je pense, j'en vois qui font ça, qui repassent 2 ans à faire des études. Moi, je pouvais pas me le permettre financièrement. Donc, du coup, j'ai créé mon métier. Ton activité actuelle, t'es plus en accompagnement ou en conseil, et ça te permet d'avoir un peu de recul sur l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'aimerais savoir, alors c'est l'entrepreneuriat plutôt angevin, voire peut-être nantais, mais quel est ton rapport d'étonnement ? C'est une question très, très générale, mais
Est-ce qu'il y a des choses particulières sur cet écosystème? Et puis la façon dont ça évolue, certainement très rapidement en ce moment ou depuis quelque temps. Ouais, je trouve qu'il commence à avoir un double discours entre ceux qui ont compris que maintenant, quand on monte un projet, il faut toujours le faire bien. Et il y a vraiment, je trouve, de plus en plus d'entrepreneurs qui se disent, quitte à monter mon projet, j'ai envie qu'il soit bien fait. Alors quand je dis bien fait, ça veut dire que même s'ils y connaissent pas grand-chose, etc., mais ils se posent les bonnes questions de comment je vais le faire. J'ai pas envie que ça pollue, j'ai pas envie que je détruise la planète, ou même socialement, j'ai envie que ce soit bien. Vraiment, il y en a quand même de plus en plus. Et après, quand je dis qu'il y a un double discours, c'est qu'il y a encore ceux qui, je trouve, même dans les médias, qui sont encore en train de dire la start-up croissance XXL, etc. On va vendre un service qui est gadget, qui sert franchement à personne, mais on va le vendre quand même. Et l'autre partie, je sais pas si c'est 50-50, je pense pas, hein, mais l'autre partie qui par contre a envie de faire les choses bien et qui réfléchit à comment aujourd'hui on monte un projet socialement, éthiquement et environnementalement faisable. Donc moi je passe beaucoup de mon temps maintenant à sensibiliser, et quand je le fais, honnêtement, les gens connaissent déjà pas mal de choses. Après, comment ils l'appliquent à leur propre projet, c'est pas toujours évident. Mais ça commence, franchement, c'est quand même plutôt positif. Ça commence vraiment à bien bouger là-dedans. Après, je pense qu'il y en aura toujours. En fait, ils se disent pas que c'est moi, ma petite entreprise que je suis en train de lancer, qui a le rôle de changer le monde. Ouais, c'est ça. Donc ils le font en se disant moi c'est mon petit truc, c'est là-haut qu'il faut que ça bouge. Non, clairement oui. Après tu leur dis que non. En fait, là quand tu conçois ça, tu peux le faire. Voilà. Et après moi je suis justement là pour challenger les modèles économiques, savoir s'ils sont suffisamment vertueux et avec de l'impact. Au moins conscient, et comment on peut transformer de l'impact négatif en impact positif, comment on peut circulariser un peu ton service, ton produit, ton modèle économique, mais non, d'une manière générale, et une des choses qui est vraie, c'est qu'il y a de plus en plus de programmes d'accélération, de programmes d'entrepreneuriat sur ces sujets-là, que ce soit au niveau national, tu vois, avec Make Change, avec La Ruche, avec... Voilà, plein de projets comme ça, et de plus en plus dans les villes, Nantes, Angers, il y en a un peu partout qui commencent aussi à émerger. Donc c'est plutôt quand même positif. Après, ce qui sera top, c'est que ces programmes-là ne seront plus des programmes spécifiques, mais seront des programmes classiques, quoi. Enfin, tu vois... Le seul programme unique d'accélération d'une technopole ou d'un incubateur, ce sera le fait qu'on réfléchisse, et que moi, quand je viens faire du design circulaire ou de l'innovation éco-responsable, que ce soit logique, en fait, que ce soit pas une option. Oui, que ce soit un des modules de la formation. Exactement, c'est ça. Tu as accompagné l'accélérateur Codec d'Angers Technopole. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais. Et peut-être un petit peu des différents projets qui voient le jour ou qui vont accélérer grâce à cet accélérateur ici sur le territoire angevin. Ouais, alors c'était vraiment une initiative top qui est financée par Angers-Loire Métropole, et donc que Angers Technopole a opéré. Donc c'était la première édition l'année dernière. Donc on a un petit peu décalé avec le confinement, mais qui s'est quand même très bien passé, où il y a eu 7 structures qui ont été accompagnées. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu énormément de dossiers, beaucoup de dossiers où c'était juste des gens qui avaient des idées, mais tu vois, comme quoi ça montre que les gens ont envie de faire mieux. Donc là, il fallait choisir des projets un peu plus matures. Et c'était des projets soit vraiment dont le modèle économique est tourné économie circulaire. Donc tu vois, il y avait de l'anti-gaspi alimentaire avec Solidarifood. Il y avait un projet de seconde main pour le secteur de l'événementiel avec CASE, etc. Donc ça, c'était vraiment des projets... circulaire vraiment dans le modèle économique. Et après, il y avait d'autres projets qui avaient des secteurs un peu plus classiques, entre guillemets, mais qui avaient envie d'améliorer leurs impacts et de circulariser un peu leur modèle. Donc c'était franchement une super opportunité. Et ça, tu vois, c'est parce que ce client-là, je l'ai eu par opportunité, parce que j'avais... il y a 2 ans, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'avais une idée quand même que j'avais un peu développée, justement avec Julien de la Matière,
et que j'avais tenté l'incubateur dans G-Technopole. Et bon, je l'avais arrêté parce que à ce moment-là, je voulais absolument monter un projet à 2 et que je trouvais pas forcément d'associés. Mais en tout cas, tu vois, cette rencontre-là a fait que 2 ans plus tard, ils m'ont appelé en me disant, Marion, en fait, maintenant que t'as monté ton tour projet, d'accompagner. Exactement, c'est chouette en 2 ans. Non, mais c'est pour ça, tu vois, c'est vraiment des opportunités à chaque fois. Donc, c'est difficile de se projeter, en fait, parce que... alors, peut-être que tu te dis, t'as un bon karma, etc. Non, c'est juste que tu bosses quand même. Ces opportunités-là, elles arrivent pas quand même comme ça. C'est que tu rencontres des gens, que t'es toujours positif, même quand tu dis, cette personne-là, je l'ai rencontrée là, mais ça se trouve, tu plantes des petites graines. Et c'est ce que je te disais. En 2020, j'ai essayé de planter des graines un peu partout et on verra ce que ça donne en 2021. Mais franchement, c'est difficile de me dire, en 2021, ça va être comme ça. J'en sais rien parce qu'en fait... là, tu vois, ils m'ont rappelé en G-Technopole parce qu'il y a un de leurs collaborateurs qui part et donc elle a besoin d'un coup de main, etc. Enfin, tu vois. Et l'accélérateur Codex, c'est parce que la personne qui devait s'en occuper à 100% est partie en congé maternité. Bon, qui pouvait dire que elle allait tomber enceinte et du coup me rappeler moi, quoi. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que, en tout cas... tout n'est pas... Et moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à me projeter très loin, donc ça me va. Mais les gens qui ont besoin de se projeter et d'avoir des choses très cadrées, malheureusement, dans l'entrepreneuriat, on peut pas toujours. Parce que les rencontres humaines, ça se fait comme ça, quoi. On peut avec vraiment un mental et un état d'esprit, on peut faire en sorte que ça fonctionne, etc. Mais si pendant 6 mois, il se passe rien, en tout cas, faut pas désespérer parce que le dernier jour du 6e mois, il se passe des choses. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc franchement... C'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a une vraie gestion moi j'appellerais ça la gestion de l'énergie. Tu peux sortir de rendez-vous ou de rencontres, t'as parlé de ton projet, il y avait une écoute en face, t'es monté très haut, t'y crois vraiment. Mais ce rendez-vous-là, sur le moment, il donne rien. Mais par contre, c'est quasiment sûr qu'un jour, la petite graine, elle donnera quelque chose. Par contre, entre-temps, tu redescends un peu, et puis tu remontes, et... Les hauts et les bas, c'est constamment, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, il faut bien que votre entourage soit prêt à ça aussi, parce que clairement, c'est eux qui font notre pompe de décompression, etc. Et c'est pour ça que c'est important aussi, peut-être, d'être entouré d'autres entrepreneurs entre soi, parce que là, du coup, je suis toute seule. Et moi, clairement, à la base, je m'étais dit jamais je me mettrais freelance, j'ai pas envie de monter un truc toute seule, etc. En fait, il s'avère qu'on est plusieurs freelances dans ces mêmes secteurs d'activité-là. Et en fait, on n'est pas concurrentes, on est partenaires. Et en fait, on partage entre nous nos hauts et nos bas, nos bonnes nouvelles, voilà. Et en fait, on n'est pas tout seul. Mais vraiment, ça, c'était un truc où je m'étais dit... je me donne 1 an de freelance et après, je pense que j'aurais pas envie parce que je serais toute seule. En fait, non, on n'est pas tout seul. Mais il faut un peu provoquer quand même parce que faut rentrer dans l'écosystème. Voilà, faut rentrer dans l'écosystème. Et pour le coup, l'écosystème est quand même, je trouve, bienveillant. Enfin, tu rentres toujours par une porte d'entrée de quelqu'un qui est hyper cool, hyper bienveillant et surtout sur Angers, je pense. Enfin, on est sur un territoire qui est quand même petit, donc les gens sont plus accessibles certainement. Ouais. Ah non, c'était aussi accessible. Par contre, il y a plus de monde, donc c'est encore dans des plus grosses villes, c'est juste que tu passes peut-être un peu plus incognito. Ici, t'as rencontré... moi, au bout de 6 mois, j'avais rencontré un peu tout le monde. Et après, tu vois là avec qui t'accroches ou pas, quoi, tout simplement. Alors, un autre projet que tu as lancé, c'était en 2019. C'est un podcast, Make It Circular, avec 8 épisodes à ce jour. Pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast et qu'est-ce que cela t'a appris ? Pourquoi je l'ai fait ? Parce que je voulais donner toutes les chances à mon envie d'entreprendre, que ça réussisse. Parce que j'avais ce besoin de sensibiliser, ça c'est mon côté de vulgariser ce que c'était l'économie circulaire. Que c'était un média que j'avais découvert, je pense, 6 mois, 1 an avant et que je trouvais génial dans la possibilité offerte... par ce média-là, parce que je trouvais que c'était moins impactant écologiquement que la vidéo, par exemple, et que ça prendrait moins de temps, et que ça mettait plus à l'aise les gens de parler devant un micro plutôt qu'une caméra. Et que, je sais pas, j'étais un peu peut-être... j'en faisais trop à l'époque. C'était encore un défi supplémentaire, tu vois, un challenge de me dire, allez, en plus, je lance une nouvelle offre, et en plus, je lance un nouveau podcast.
Mais en même temps, tu vois, ce truc-là, parce que là, je l'ai arrêté, je l'ai mis en pause, ça t'obligeait à te donner aussi un rythme et à construire tes journées. Quand au début, tu te lances, bon, tu fais tes offres, tu rencontres plein de gens, etc. T'as pas de clients. Et ben ça m'obligeait, tu vois, à aller à la rencontre de gens, avoir un cadre, etc. Donc vraiment, c'était dans le cadre d'un lancement, c'était vraiment une opportunité hyper intéressante de découvrir et de rencontrer des gens. Voilà. Après, il s'avère que l'année 2020, j'ai eu beaucoup de boulot et donc j'ai fait le choix de le mettre un peu en pause. Je sais pas si je le reprendrai ou pas. Là, cette année 2021, j'ai décidé que je prenais un peu aussi de temps perso pour mes passions. Bah, tu vois, par exemple, le cheval. Donc, pour l'instant, je le mets encore un peu en pause parce que j'ai envie que l'entrepreneuriat, ça reste un plaisir. Et quand tu commences à trop travailler et que... Parce que tu vois, de l'année 2020, j'ai énormément travaillé parce que par contre, c'est vrai que ça, il faut le dire, mais financièrement, tu as besoin d'avoir un confort et de te dire, tiens, j'ai 3 mois, 6 mois de trésorerie en avance. Donc l'année 2020, ça a été pour moi l'année où je bossais à fond. J'étais consciente de ça, c'était mon objectif et je mettais le plus possible de trésorerie d'avance pour justement être un peu plus léger mentalement, tu vois. Donc forcément, il faut faire des choix, quoi, à un moment donné. Et même si j'adore et que je suis super contente d'être là, tu vas être interviewée, je me dis, voilà, j'ai fait un choix et je reprendrai peut-être plus tard le podcast. Et je pense qu'il y a des périodes comme ça aussi où il y a une forte créativité. Ouais, il y a un peu ton cerveau qui se met à penser à plein de trucs et t'as envie de tout lancer. Et puis, quelques mois après, t'as moins d'énergie parce que c'est l'hiver, parce qu'on est en couvre-feu. Exactement. Et tu te dis, bon, non, peut-être qu'il faut se recentrer sur l'essentiel. Ouais, exactement, c'est ça. C'est clairement ça, parce que j'adore monter des projets, enfin, je pense que tu vois comme toi. Et bon, c'est ça, t'as plein de phases de créativité où tu lances plein de trucs, et c'est pas grave si t'en abandonnes un ou deux. Voilà, moi j'ai fait aussi le choix de garder ceux qui me rémunéraient et qui me faisaient aussi kiffer, clairement. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que là, tu vois, maintenant, j'ai la chance, j'ai accepté absolument tout en 2020. Tout ce que je pouvais prendre, même des trucs qui me plaisaient un tout petit peu moins, tu vois. Mais là, cette année 2021, je me dis, ça y est, c'est l'année où je vais pouvoir faire des choix. Et où si j'ai pas envie de bosser pour telle chose ou telle chose, ça y est, j'ai un peu plus de liberté à faire ça. Donc c'est tout l'entrepreneuriat qui est... Ça, c'est un peu le premier signe de réussite d'un projet entrepreneurial, quand t'as le choix. Ouais, exactement. Quand tu te permets de faire ça. Une dernière question assez rapide. Il me semble que la semaine dernière, c'était assez chargé pour toi parce que tu as intervenu dans le cadre d'un hackathon. Ouais. Et je voudrais faire le parallèle avec une question que Yves pose à ses invités toutes les semaines, enfin tous les 15 jours. C'est est-ce que tu penses que la future génération aura la fibre plus éco ? Un hackathon, si tu peux rappeler rapidement ce que c'est. Là, c'était auprès d'étudiants. Ouais, c'était un hackathon spécial étudiant parce que justement, on était allé les chercher parce que les pauvres, c'était très compliqué. C'était... un événement où en 4 sessions de quelques heures, on devait résoudre un défi porté donc là par une... C'était pour un... Moi, ce que j'ai coaché, c'était pour un défi de lancer une nouvelle marque de t-shirt Low Impact. Donc vraiment, le t-shirt, vous allez voir... allez regarder, je leur fais de la pub. Ça s'appelle Low Impact, le t-shirt le plus bas carbone de France. C'est top. Et donc les étudiants ont dû, avec des salariés, donc c'était ça qui était bien, c'était intéressant, on les faisait travailler à plusieurs, devaient prototyper le futur lancement de ce t-shirt là. Donc clairement, oui, ta question de est-ce que la nouvelle génération est plus écolo et plus Enfin, moi, j'ai l'impression que oui, vraiment, parce que alors je sais pas si c'est que je rencontre des gens vraiment que comme ça, mais en tout cas oui, quand tu leur parles de ces sujets-là, ils savent pas forcément toujours comment faire et tu vois, ils font des erreurs, notamment par exemple sur les impacts du numérique, ils s'en sont pas encore tous conscients, etc. Mais c'est pas grave, ça commence à venir et en tout cas, je leur disais, mais vous justement, on parle de t-shirt là, mais quand vous passez devant un Zara ou un H&M, est-ce que vous arrivez maintenant à vous contrôler, à vous dire, ah non, je vais pas aller acheter du Zara ou du H&M ? Et en tout cas, il y en avait une qui m'a dit, ouais, moi, ça y est, je commence vraiment à me dire, non, je rentre pas là-dedans parce que ça y est, je suis consciente, c'est pas facile tous les jours, mais voilà. Bref, je digresse, mais
Ouais, je trouve quand même de plus en plus ils en sont conscients et enfin ça se voit quand on voit les signatures de pétitions pour je ne veux plus travailler dans une entreprise lambda XY voilà. Il va y avoir beaucoup à mon avis d'étudiants qui vont être pas schizophrènes, mais presque un peu en se disant entre j'ai envie d'une carrière, etc. et entre j'ai envie de travailler pour mes valeurs à moi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se poser beaucoup de questions parce que malheureusement, il y a quand même encore peu de boîtes qui font du sens, qui recrutent. Et je trouve que là, il y a sur le marché du travail, c'est pas forcément des grosses boîtes et du coup, il y a pas. Ouais, c'est ça. Il y a un gros job à faire. Mais quand je vois, par exemple, là, moi, je te disais, quasiment toutes les semaines, j'ai des gens en reconversion qui viennent me contacter pour me demander des conseils ou juste discuter. Je pense que le marché du travail a un gros boulot à faire là pour redonner du sens et du coup que les entreprises se transforment, quoi. C'est juste qu'il va y avoir, à mon avis, plus de gens qui vont avoir envie de changer leur métier. Ça va aller plus vite que d'entreprises qui changent leur modèle. Donc, il va peut-être y avoir un moment, tu sais, où il y aura un ratio qui sera pas le bon entre... Ouais, ou alors ça va redonner un peu plus de pouvoir, parce que nous, on est un peu la génération qui a toujours vécu dans le chômage de masse. Et les entreprises, il y en a certaines dans certains secteurs qui ont du mal à recruter et qui commencent à devoir mettre en place des stratégies pour attirer les gens. Donc, si la génération demande du sens... l'entreprise va devoir c'est ça, fournir. Exactement. C'est juste que, encore une fois, ça pousse vraiment, heureusement, des étudiants et des travailleurs, entre guillemets, enfin de nous, plutôt que des entreprises elles-mêmes, quoi. Ouais. Mais ça bouge, donc non, c'est positif. Franchement, c'est positif. Merci Marion d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir présenté ton parcours. Je crois que ça nous montre que ce sont souvent les opportunités aussi qui peuvent construire une carrière et les rencontres qui font les projets. Et beaucoup de travail aussi. Ah oui, par contre, faut pas compter ses heures, mais après, c'est des moments, c'est des périodes, pareil. Là, moi, j'ai décidé que je prendrais un peu plus de temps pour moi. Il y a des semaines, je peux pas. Il y a d'autres semaines où je peux. Mais c'est ça qui est génial. Mais par contre, vraiment, les opportunités... Enfin, moi, en tout cas, depuis 12 ans que je travaille, oui, c'est que ça. Je suis pas sûre que ça s'applique à tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ça. Si vous voulez découvrir les enjeux de l'économie circulaire et des acteurs qui innovent dans ce domaine, vous pouvez aller écouter le podcast de Marion, Make It Circular, qui est également sur la plateforme Ocha, comme Génération Éco. Et voilà, écoute, bonne continuation et curieuse de découvrir quels sont les prochains projets dans les années à venir. Ouais, merci Pauline. Et puis à dispo s'il y a besoin d'autres informations ou d'autres contacts. Merci. Salut.